parler de relations entre l'Ukraine et l'Europe, faire un état des lieux avec Jean-Denis Mouton, que j'invite à nous rejoindre. Juste vérifier que Jean-Denis Mouton, professeur de droit international au Centre européen universitaire, l'Université de Lorraine, et spécialiste, connaisseur de l'Ukraine et de la Russie. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui. Jean-Denis Mouton, que peut-on dire des relations entre l'Ukraine et l'Europe et en quoi ce conflit peut changer les choses? Alors, si vous permettez, ça suppose déjà de faire un petit point d'histoire, parce que pour comprendre la situation actuelle dans laquelle l'Ukraine se retrouve, il faut faire référence précisément à l'histoire, d'autant que pour Poutine, derrière l'argument qui consiste à dire qu'il y a un génocide qui justifie l'agression en Ukraine, il y a plus fondamentalement l'idée selon laquelle l'Ukraine ne serait pas un État, ne serait pas une nation. On peut on peut réfléchir sur la façon dont ils font cet argument, d'abord en évoquant la vision impériale de Poutine. Pour Poutine, Kiev est la mère de toutes les villes russes. En sorte, il y aurait une longévité mémorielle qui partirait de Kiev pour aller jusqu'à la Russie d'aujourd'hui. Sur quoi se font-ils pour dire cela? Il faut savoir que, alors que Moscou n'existait pas encore, même comme un petit bourg, il y a eu un État entre le 9e et le 14e siècle, l'État de Kiev, qui d'ailleurs a donné une reine de France. En 1050, la fille du roi de l'État de Kiev se marie à Henri Ier. Et je me souviens, lorsque j'étais le président de la République en 1998 en Ukraine, que c'était évidemment quelque chose qui était mis au premier plan. Ensuite, cette République de Kiev, cet État de Kiev, va avoir une histoire très complexe. C'est vrai que la plupart du temps, jusqu'à la période contemporaine, l'État de Kiev, donc l'Ukraine, va être dominé. Il va être dominé à plusieurs reprises, et notamment, il sera dominé par la Pologne et l'Empire tsariste, et en 1667, il y aura une sorte de plan de partage entre la Pologne et la Russie. Plus tard, lorsque la Pologne elle-même disparaîtra, qui connaîtra une disparition totale avant de renaître, l'Ukraine sera à ce moment-là divisée entre l'Empire tsariste et l'Empire austro-hongrois. Donc c'est une histoire compliquée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu à quelques moments, mais qui ont été assez fugaces, qu'il n'y a pas eu une existence de l'État ukrainien. Pour parler du XXe siècle, l'Ukraine redeviendra un État entre 1917 et 1921, avant que l'URSS n'avale l'Ukraine. N'avale l'Ukraine, et d'ailleurs parfois Staline sera très dur avec l'Ukraine. Il y aura notamment des famines provoquées par Staline en Ukraine. Et cependant, en 1945, lorsque sera créée l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, il faut remarquer que, à côté de la Russie qui a évidemment un siège à l'ONU, l'Ukraine aura un siège. Ce qui veut dire quelque part quand même qu'il y a une sorte de continuité de l'État. Et puis naturellement, lorsque l'URSS va se démembrer en 1991, on aura donc la renaissance de l'Ukraine, et une renaissance sans aucune discussion, puisque il y aura un référendum qui sera à plus de 90% favorable à l'indépendance de l'Ukraine. Donc je le répète, nier qu'il y aurait dans l'histoire un État ukrainien, c'est construire une histoire totalement mythique à partir d'une vision impériale d'une grande Russie. Et puis en 2004, les choses vont se perturber. Parce que la Russie va véritablement truquer l'élection pour mettre à la tête un président de la République qui visiblement n'était pas élu, et ça va provoquer une première révolution, la révolution orange. Il y aura une deuxième perturbation très forte dans cette sorte d'entente, ça sera en 2014.
où là, l'Europe va être finalement au cœur du problème. Pourquoi? En 2014, le gouvernement de l'époque négocie un accord d'association avec l'Europe. Mais Moscou fait pression sur le gouvernement en question pour laisser tomber cet accord. Et cela va être à l'origine de la révolution de Maïdan, qui va, elle, jouer le jeu de l'Occident. À partir de 2014, on entre dans une période où véritablement les gouvernements successifs seront pro-européens. Si c'était le cas du prédécesseur de Zelensky, du président Zelensky, on a été étonné par le fait que la première visite officielle du président Zelensky, c'était Bruxelles. Et évidemment, Moscou l'a très mal prise. Autrement dit, il n'y a plus de doute, à mon avis, aujourd'hui, sur le fait que l'Ukraine est majoritairement pro-européen. Mais surtout, le sentiment national s'est considérablement développé. Et cela, à mon avis, ça a contribué fortement à l'affirmation d'un sentiment national dans la dernière période. Et c'est évidemment la guerre, c'est évidemment la résistance dont fait preuve aujourd'hui le peuple ukrainien. J'avais un patron de thèse qui était très célèbre, qui a été à l'origine de la Charte des Nations Unies, qui avait participé à la Charte des Nations Unies, qui disait « Le moment où un peuple exprime le mieux son existence, c'est dans la lutte armée. » Il suffit de regarder la décolonisation. Aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur moyen pour le peuple ukrainien que de prouver son existence dans la résistance à l'agression russe. Donc, l'Ukraine est indiscutablement aujourd'hui une nation qui prouve son existence et qui s'est rapprochée avec l'Europe. C'est un moment décisif, donc, en même temps un moment suffisant, compte tenu de la guerre totale à laquelle se livre la Russie. Moment décisif pour l'Ukraine, mais moment décisif pour l'Europe aussi. C'est un moment décisif pour l'Europe aussi parce que on reproche souvent à l'Europe d'être certes une union économique, mais de ne pas être une véritable entité politique. Une entité politique, ça ne suppose pas seulement une mobilisation des gouvernements, telle que celle que je viens de rappeler ou d'évoquer, mais ça suppose aussi un sentiment d'appartenance de la part des peuples. On a l'impression que la situation provoque aujourd'hui, de la part des peuples européens, un sentiment que l'Europe c'est quelque chose. L'Europe c'est quelque chose et peut-être que les peuples européens donneront un jour naissance à un peuple européen. L'un d'ailleurs n'empêche pas l'autre. On peut avoir un peuple européen formé de peuples au pluriel européens. Ce qui est très caractéristique de l'accueil que reçoivent les réfugiés ukrainiens aujourd'hui, et dont certains sont dans la salle, ce qui est caractéristique, c'est que ce sentiment d'appartenance est tourné vers ces réfugiés ukrainiens. C'est que ça veut dire que pour les Européens, les Ukrainiens sont des Européens. Et ça ne peut que fortifier le sentiment d'appartenance à l'Europe. Est-ce que l'Ukraine un jour entrera réellement dans l'Union européenne? Je dirais que c'est l'histoire qui jugera. Et l'histoire, elle est faite de quoi pour répondre un jour à cette question? Elle est d'abord faite, à mon avis, de ce que va devenir l'ordre international. Ce qui se passe actuellement va bousculer totalement, et on n'en voit pas encore toutes les conséquences, va bousculer complètement l'ordre international. Quelle va être la place de la Russie? La Russie risque de devenir, dans les années qui viennent, un État paria. Un État paria et un État qui va être vassalisé probablement par la Chine. Le troisième élément qui conditionnera, selon moi, l'entrée de l'Ukraine un jour dans l'Union européenne, c'est évidemment d'abord et avant tout le peuple ukrainien qui le dira. Si le peuple ukrainien qui montre un courage extraordinaire dans la guerre d'agression qu'il subit actuellement continue à exprimer ce courage et se rapproche de l'Europe, on peut dire, ce sera mon souhait pour terminer, on peut dire qu'un jour, l'Ukraine sera membre de l'Union européenne. Vous êtes professeur de droit international au Centre européen universitaire à l'Université de Lorraine. Merci, on a bien compris de nombreux enjeux pour l'avenir. Merci beaucoup. Je vous libère. Mathieu Klein également.
Monsieur le maire.